réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Et oui, la NASA a lancé une sonde aujourd'hui en direction de la planète Jupiter. En fait, c'est plutôt vers une de ses lunes, la lune qu'on appelle Europa. Et l'objectif de la sonde, qui s'appelle justement Europa Clipper, c'est de trouver des conditions propices à la vie. Mais il faudra être patient avant de connaître les résultats de cette mission-là, parce que la sonde aura besoin de 5 ans et demi de trajet avant d'arriver à la lune de Jupiter. Ça frappe un peu l'imagination. C'est comme difficile un peu à comprendre à quelque part. J'en discute avec un astrophysicien qui est également chargé de cours à l'Université de Montréal, Robert Lamontagne. Monsieur Lamontagne, bonjour. Bonjour. Monsieur Lamontagne, je viens de le mentionner, ça frappe l'imagination. Est-ce qu'une mission de cette ampleur-là, aller aussi loin avec un objectif très concret à atteindre, c'est-à-dire aller explorer à quelque part là, une lune, est-ce que ça s'est déjà fait? Oui, ça s'est fait dans le passé. Je dirais que la mission la plus célèbre, c'est celle des sondes Voyager 1 et 2, qui avaient quitté la Terre en août et septembre 77, qui avaient survolé, dans ce cas-ci, Jupiter, survolé Saturne. Dans le cas d'une des deux sondes, elle avait aussi survolé Uranus et Neptune. Et ces sondes ont désormais quitté le système solaire. Et ce qui est complètement fou, c'est que c'est de la technologie, on parle des années 70, les sondes fonctionnent toujours. On est toujours en contact avec Voyager 1 et Voyager 2, qui sont maintenant 4 fois plus loin du Soleil que Pluton peut l'être. Alors, elles sont vraiment... on est dans l'ère de Star Trek. Est-ce qu'on apprend des choses encore aujourd'hui de cette expédition de Voyager 1 et 2? Oui, on a quelques informations sur ce qu'on appelle le milieu interstellaire, donc la densité de particules, la vitesse des particules, etc., etc. On s'entend que ce sont des informations là très peu riches, mais c'est l'exploit lui-même d'avoir des engins une technologie qui a 50 ans là. Comme je dis souvent là, ça c'est excéder la garantie du manufacturier de beaucoup. Oui, en effet. Mais dites-moi, si on a déjà fait ça, je comprends qu'on n'allait pas au même endroit, là, mais si on était capable de faire ça dès les années 1970, est-ce que c'est un réel exploit de lancer une mission comme celle-là aujourd'hui? Oui, parce que là, on est dans un contexte différent. Premièrement, lors des missions Voyager, on avait découvert l'étrangeté de ces lunes en orbite autour de Jupiter, dont entre autres la lune Europe, qui, contrairement à notre lune, c'est un objet qui a à peu près la même taille que notre propre lune, mais contrairement à notre lune, n'est pas recouvert de trous, de cratères. C'est plutôt recouvert d'une couche de glace. Et donc, ce que ça nous indique, c'est que c'est un monde qui est actif d'un point de vue géologique. S'il y a quelque chose qui le frappe, il faut que le trou se remplisse éventuellement. Donc, on soupçonnait la présence d'un océan sous-jacent, sous la couche de glace. Alors, donc, on avait une indication. Il y a eu quelques autres missions par la suite qui ont plutôt exploré Jupiter, mais qui, en passant, explorait aussi la Lune Europe. Et là, cette fois-ci, c'est une sonde qui est dédiée complètement à l'étude de cette petite Lune. Elle va se mettre en orbite autour de Jupiter, mais elle va effectuer, au cours des 3 années de ce qu'on appelle la mission principale, elle va effectuer une cinquantaine de survols. Certains de quelques centaines, voire 1 millier de kilomètres d'altitude, d'autres vraiment en rase-motte, là, à environ 25 kilomètres d'altitude. Donc, c'est une mission extrêmement ambitieuse, complexe. L'environnement de Jupiter est extrêmement dangereux. Il y a un champ magnétique qui est beaucoup plus puissant que celui de la Terre. Il y a des radiations beaucoup plus intenses. Chaque fois la sonde va passer près d'Europe, elle va subir en termes de radiation l'équivalent d'à peu près 1 million d'examens par rayon X quand vous allez à l'hôpital. Donc on va faire ça 50 fois. Donc ça prend un engin qui est conçu de manière extrêmement robuste pour résister à cet environnement-là extrême. Est-ce que c'est un gros engin? C'est
Une des grosses sondes. Ça ressemble à quoi? Là, on pourrait comparer ça à quel genre? Un camion, une voiture? En termes de taille, ça ressemble à un petit autobus. Mais pour disons la partie principale, là, avec les émetteurs, l'ordinateur de bord, les instruments, les capteurs. Mais une fois qu'on va avoir déployé les panneaux solaires, ce qui est aussi une innovation, là, d'utiliser des panneaux solaires à si grande distance du Soleil, une fois les panneaux déployés, l'envergure va faire 30 mètres. Alors, c'est assez impressionnant comme engin. Bon, et quelle vitesse va atteindre l'engin, le Europa Clipper, pour se rendre en position de pouvoir examiner la Lune? En fait, il va pas très, très vite, par les standards astronomiques, évidemment, parce qu'il, justement, il va franchir un peu moins de 3 milliards de kilomètres en 5 ans. Et c'est pas très vite, ça. La raison pour laquelle on y va lentement, c'est qu'aller plus vite demanderait un lanceur plus puissant, donc en termes de coût là, pour la fusée, ce serait excessif. Donc, on utilise une orbite qui fait frôler, entre autres, la planète Mars, gagner en vitesse et être relancé, ce qu'on appelle ça un effet de fronde gravitationnelle. On gagne en vitesse, puis éventuellement, on va atteindre Jupiter. Grosso modo, on parle de vitesses là, qui sont de l'ordre de quelques milliers de kilomètres à l'heure. Ça a l'air énorme pour vous et moi, là, évidemment, là, mais en termes astronomiques, c'est pas extrême, ça. Bon. Qu'est-ce que la NASA souhaite trouver en explorant cette Lune-là? Vous avez évoqué là, cette espèce de potentiellement un océan, mais est-ce qu'il y a une mission encore plus importante? Est-ce qu'on veut apprendre des choses aussi sur la planète Jupiter? On va surtout concentrer les capteurs vers Europe. C'est sûr qu'à l'occasion, à grande distance, on va aussi étudier la planète Jupiter, mais c'est vraiment une mission dédiée pour cette Lune. Et donc, l'idée ici, c'est de cartographier précisément la surface, analyser au moyen de radars l'épaisseur de la couche de glace. On soupçonne que c'est quelque part entre quelques dizaines de kilomètres, allant peut-être jusqu'à un peu plus d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. Et sous la couche de glace, on est convaincu qu'il y a un milieu liquide, fort probablement de l'eau. Et si on en croit les modèles actuels, il y aurait plus d'eau sur cette Lune que tous les océans réunis de la Terre. Donc, le plus grand océan du système solaire serait sous la couche de glace de cette Lune. C'est de l'eau qui est chaude. On sait que c'est de l'eau qui est salée. On a détecté des sulfates de magnésium qui sont éjectés par des geysers. On a détecté quelques molécules organiques. Donc, ça titille l'imagination, à savoir que dans un milieu liquide, chaud, où on trouve des molécules organiques, la vie pourrait non seulement être apparue, mais être encore là. Et donc, comment elle se matérialiserait, cette vie-là? Ben, un peu comme la vie est apparue sur la Terre, c'est-à-dire dans les océans, sur notre planète. Et ce qu'on a découvert, entre autres, dans les années 70 et 80, sur notre propre planète, en utilisant des sous-marins qui peuvent aller à très, très grande profondeur. Le type de sous-marins qui nous ont permis, entre autres, de retrouver le Titanic. Ouais. Ce type de sous-marin a détecté ce qu'on appelle au voisinage de ce qu'on appelle des cheminées hydrothermales. Ce sont des espèces de volcans sous-marins, de geysers sous-marins. Il y a le magma de la Terre qui remonte vers le plafond, le plancher océanique, chauffe l'eau. Et bien, autour de ces cheminées hydrothermales, on retrouve des écosystèmes extrêmement riches, des organismes unicellulaires, des petits vers, des petits crustacés. Alors donc, si ça fonctionne dans les profondeurs océaniques de notre planète, là où même la lumière du Soleil ne se rend pas, là, on parle de profondeur de l'ordre de 1000, 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur, s'il y a de la vie dans le fond des océans terrestres, ben on peut imaginer que des formes de vie analogues se seraient développées dans cet océan sur Europe. Et donc, c'est un peu l'idée d'aller minimalement, dans un premier temps, caractériser la surface et dans un deuxième temps, éventuellement, là, sur un horizon d'une vingtaine d'années, renvoyer un autre engin qui, lui, se
poserait en douceur à la surface, puis Bon. qui commencerait à gratter, à creuser pour aller voir. C'est absolument fascinant et il faudra être patient, bien sûr. Hein, c'est du travail de très longue haleine. Vous parlez d'une 20aine d'années, mais il faut bien commencer quelque part. Et c'est un monde de découvertes là, qui attend les scientifiques clairement au cours des prochaines années. Robert Lamontagne, vous êtes astrophysicien et chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Bonne fin de journée. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, Catherine Biz est là depuis le début du show. Oui. Il y aura sa chronique tantôt, mais aujourd'hui, c'est notre invité à ta chronique. Pour la deuxième fois cet automne. C'est vrai, après son documentaire. L'automne de toutes les moissons. C'est vrai quand même que tu as C'est un bien dit, automne. le jour de l'Action de grâce. ça. Oui. Exact. Justement, je rends grâce à la création qui m'a habité, parce que là, c'est les récoltes. Biz, tu signes ce roman qui s'intitule Feu l'amour. Ça raconte l'histoire d'Achille, qui est un enseignant à l'université et qui va vivre une peine d'amour, une rupture amoureuse, puisque sa conjointe, Céleste, veut des enfants. Lui n'en veut pas. Et il y aura une rupture forcée malgré le fait que tous les deux s'aiment énormément. Et donc, on vit un peu cette lettre qu'il écrit à Céleste tout au long du roman. Ouais. Et derrière le livre, c'est écrit que c'est ton roman le plus vulnérable. Mm-hmm. Alors, il y a combien de bises dans Achille? Achille, c'est un prof d'université. Moi, j'ai à peine ma scolarité de maîtrise, donc c'est pas moi, mais tu sais... J'ai à peine ma scolarité de maîtrise. C'est quand même- C'est déjà pas si c'est quand mal. même pas Biz, mal, là. ouais. Mais ceci dit, tu sais, Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Donc, je peux dire Achille, c'est moi, dans le sens que c'est un roman, c'est certainement un roman, mais c'est de l'autofiction. C'est-à-dire que... Tu l'as vécu, si oui, tu parles dans le livre. Oui, j'ai vécu cette rupture-là. Je la vis encore, pour ainsi dire. Et donc, ça a été un matériau de création, comme beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Là, mais c'est ça, le roman, c'est une longue lettre à une ex... sous forme de tragédie, en fait, parce que c'est deux personnes qui s'aiment, puis ils savaient dès le début, c'est dit dès le début, dès que tu veux des enfants, tu me le dis, on arrête ça là. Puis ça a duré 3 ans, au final. Moi, je me suis posé beaucoup de questions en lisant ton roman parce que je me dis, quand t'embarques délibérément dans une relation, puis tu sais que ça va se terminer, il y a quelque chose d'un peu maso, là, à vouloir vivre ça, non? Oui, si on le voit comme ça, mais à ce compte-là... à quoi ça sert de vivre si on sait qu'on va mourir? Alors, puis il n'y a jamais rien de certain non plus, mais c'est juste, tant qu'on a du fun, on a du fun, puis quand on n'en a plus, on n'en a plus. C'est juste que là, la date de péremption est peut-être plus claire, est peut-être plus définie, mais il y en a une pour chaque couple. Chaque couple a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, puis Ouais, il ne mais sait pas, là. Il me semble que Biz, au départ, quand tu entres en relation avec une personne, moi, j'ai l'impression qu'il faut au moins que tu y crois, que ça va être pour le reste de ta vie, même si on sait que peut-être, des fois, c'est pas ça qui va arriver, mais je me dis, j'ai besoin, moi, d'y croire pour embarquer dans une relation. Ouais, si je bien sais sûr, que ça va se bien sûr. terminer, j'ai l'impression Puis- que t'as une partie de ton engagement qui est pas là. T'as une jambe dehors puis t'as une jambe en dedans. Ben, non? c'est-à-dire, mettons, dans le cas d'Achille, la question des enfants, elle se posait pas au début. Tu sais, au début, quand tu te rends compte, tu le sais pas, on le sait pas trop. Puis à un moment donné, au fur et à mesure de la relation, ben, Céleste a dit, ben moi, j'en veux des enfants, puis toi, t'en veux plus, t'en as déjà, parce que en parallèle, il y a toute la relation avec ses enfants aussi dans le livre. Alors, cette question-là, effectivement, a fait que, au bout du compte, parce que c'est irréconciliable. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Tu peux pas avoir la moitié d'un enfant pour dire on fait chacun notre bout de chemin. Donc, Ou faire un enfant à quelqu'un délibérément puis dire je m'en occuperai pas. exact, parce que ça, c'est complètement irresponsable. Puis on peut pas faire ça. Ça t'a pris, en fait, tes tripes que t'as mises dans le livre. T'es allé jusque où? Qu'est-ce que ça t'a coûté d'écrire ça? Je sais pas seulement les tripes, c'est le cœur. C'est un livre qui a été écrit. Je me suis sorti le cœur de la cage thoracique, puis j'ai écrit avec le sang, sans que ça soit morbide, là, mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que c'est quelque chose de... Une peine d'amour, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un livre qui est très, très personnel, mais c'est aussi un livre universel parce que depuis la nuit des temps, tout le monde vit une peine d'amour. Une adolescente de 16 ans ou une vieille madame de 75 ans, on a tous un rapport avec la peine d'amour, avec la douleur que ça a. Philippe, as-tu déjà vécu une peine d'amour, toi?
Oui, j'ai déjà vécu une peine d'amour, mais j'ai pas écrit de roman. J'ai pas écrit de roman là-dessus. Mais Biz, la jeune femme en question, est-ce qu'elle l'a lu, le livre, avant? Oui. Mon ex, elle l'a lu. Elle m'a donné sa bénédiction, vraiment, tu sais, puis je la remercie beaucoup. Elle a été très généreuse de partager en très grande partie notre histoire, en fait. Je la remercie de ça, puis on est encore en très bons termes aussi. Parce que ça va quand même dans l'intime. Ah, complètement. Mais tu sais, tu peux pas faire un livre comme ça à moitié. Tu y vas les deux mains dedans ou tu y vas pas du tout. Je vais te poser une question plate. Quand t'es un gars puis tu tombes en amour avec une fille qui a 20 ans de moins que toi, c'est pas un risque qui est comme inhérent, que ça va comme arriver? Absolument. C'est parce que je dis souvent qu'on était sur le même chemin, on s'est rencontrés sur le même chemin, mais moi, je revenais, puis elle y va, tu sais. Alors, dans les projets de vie. Alors, tout ça, les enfants, c'est un projet, mais il y a toutes sortes d'autres trucs autour de l'engagement dont tu parlais, qui fait que, moi, c'est ça, le gars plus vieux, il a déjà ses enfants, il est plus près de la retraite que des grands projets, puis tout ça. Alors, ça demande, le temps qu'on est ensemble, ça demande beaucoup d'ajustements, tout ça, mais en même temps, moi, j'ai personnellement profité c'est une grande richesse, une relation avec une personne plus jeune qui m'a fait découvrir une génération sur laquelle j'avais a priori beaucoup de préjugés, comme nous tous un peu plus vieux. Et puis la jouvence, l'énergie, tout ça, ça fait du bien vraiment. Puis de son côté à elle, elle retire une certaine expérience, une certaine disons, une habileté avec la vie, on pourrait dire, ou les mots, ou tout ça. Alors, c'était gagnant-gagnant du temps que ça marchait. Il y a un bout où tu racontes un voyage, vous allez en Colombie, puis tu vois que les deux personnes ne vivent vraiment pas le même voyage. Non. Achille, lui, il est à bout d'être en Colombie, puis elle a bien du fun. Est-ce que c'est arrivé pour vrai, ça? C'est l'autofiction. Parce que moi, je lis ça, puis je t'imagine, toi, là, tu sais. Oui, mais il faut pas faire ça. Je le sais, mais c'est mon collègue, puis, tu sais, c'est fou, parce que je riais en même temps, puis je me disais, tu sais, j'imagine Biz, même s'il s'appelle Achille, puis il est prof d'université, je te vois, toi. Mais complètement. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'à travers l'espèce de détresse un peu ridicule de Achille dans ce voyage-là, il y a quelque chose de drôle aussi. Puis à quoi ça tient d'avoir du plaisir ou pas dans la vie, dans une soirée ou dans un voyage? C'est souvent un état d'esprit, parce que après qu'il craque Achille puis qu'il lui dit finalement j'ai pas de fun dans ce voyage-là parce qu'il fait trop chaud, il y a des chiens puis je suis tanné, là soudainement elle est plus consciente de sa détresse, elle se rapproche de lui puis elle dit si tu veux on va rester à l'hôtel. Non, on restera pas à l'hôtel. Et là les deux finalement s'accordent et les deux, dans le fond, au final c'est souvent une question de communication aussi. Hey, je veux parler un peu de l'écriture. Moi c'est l'écriture qui m'a vraiment émerveillé, parce que là on en parle puis ça a l'air feu l'amour puis c'est la détresse puis la rupture et tout, ça a l'air d'un livre triste, mais c'est souvent très drôle. L'écriture est très, très vive. Je vais lire simplement un court extrait, parce que dès le début, là, l'auteur, toi, tu racontes que ça aurait été tellement plus simple si la jeune femme t'avait trompé. Parce que là, au moins, ça aurait été simple. Il y a de la haine. C'est facile ça aurait été simple. de se débarrasser de quelqu'un quand il y a de la haine. Et là, tu écris, j'aurais pointé le gars avec qui t'es allé. Je me serais retourné vers le coquificateur, un jeune de ton âge, aux avant-bras barbouillés de tatous, probablement cofondateur d'une compagnie de repas prêts à cuisiner avec au moins 10 000 abonnés Instagram. Tu sais, quand tu disais tantôt que cette jeune femme-là t'a fait connaître une génération que tu connaissais moins bien, c'était un peu le préjugé qu'on a, là, un jeune entrepreneur, puis il y a 10 000 abonnés Instagram, puis ses affaires roulent, là. Mais tu fais bien de te dire qu'il y a de l'humour, parce que moi, en général, dans ma vie, il y a de l'humour. Puis tu sais, l'amour, c'est près de l'humour aussi, hein? Ça sonne presque pareil. Puis pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'humour, en tout cas dans mon cas. Puis effectivement, malgré le fait que c'est pas toujours rigolo, le sujet, par le travail d'écriture, puis par le travail d'observation, ça peut devenir aussi rigolo, puis on peut s'amuser aussi. Bon, sur l'écriture, Catherine, j'excuse, je veux dire quelque chose. C'est correct, on est là pour ça. Oui, non, mais j'ai noté que dans la page de garde ou à quelque part, tu as 2 citations pour présenter le livre, dont une de Michel Houellebecq. Alors, Michel Houellebecq, bien sûr, c'est un auteur français que moi, j'aime beaucoup, mais Michel Houellebecq, il fait pas l'unanimité, on s'entend là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui aiment Michel Houellebecq, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais c'est drôle, j'ai vu un peu de Houellebecq dans ton écriture. C'est un de mes écrivains préférés en termes de style, certainement, de qualité d'écriture. Et
moi, je te dirais aussi qu'il y a aussi du Céline parce que le professeur... Tu l'évoques souvent pendant le roman, oui. Puis il faut dire que ce roman-là est la suite de mon précédent qui était L'horizon des événements, qui mettait en scène un dialogue de Achille, le professeur, avec Louis-Ferdinand Céline. Alors, lui, Achille, il enseigne Louis-Ferdinand Céline à l'université, c'est ça. Alors, forcément, ça teinte un peu son style. Et puis, à la fin, justement, il est un peu tanné parce qu'il dit, Céline, c'est très noir, hein, c'est déprimant, il a peint la nature humaine à la suie, puis il dit, au final, peut-être que je ferais mieux d'enseigner Barthes, parce que Roland Barthes est plus lumineux. Puis d'ailleurs, il est convoqué dans le livre avec des extraits de fragments d'un discours amoureux avant chaque chapitre. Biz, il y a quelque chose d'intéressant dans ton roman parce qu'évidemment, ça remet en question sur les relations amoureuses, sur les relations hommes-femmes. Puis, il y a des visites que tu fais chez la psychologue, pas tu, mais Achille. Oui, je m'excuse, je te l'ai dit que je transposais beaucoup. Mais Achille va chez la psychologue et à un moment donné, il fait un constat sur l'égoïsme peut-être qu'il avait amoureusement. C'est-à-dire que, dans le fond, la relation lui convenait peut-être plus à lui qu'à la conjointe en tant que telle. Oui, tout à fait. Et évidemment, l'excuse des enfants, c'est son constat aussi, parce que ce qui est intéressant avec la psy, c'est que c'est un dialogue avec toi-même au final. Puis la psy, elle te donne pas les réponses, mais elle te fait répondre. En fait, c'est de la maïotique, dans le fond, elle accouche, elle te fait accoucher. Et en bout de course, il se dit, bon, l'excuse des enfants est peut-être facile parce que c'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, puis c'était comme ça, puis c'est le destin, puis je pouvais rien faire. Mais au final, quand il se met à repenser à ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû faire et tout, il dit peut-être qu'au final, notamment avec le « je t'aime », il a été c'est ça, le « je t'aime ». Très égoïste avec les « je t'aime ». Puis lui, il se dit, mais peut-être... De quelle façon il a été égoïste? En économie de « je t'aime », ouais, je dirais. Ça, il a pas dit assez souvent. Oui. Puis il dit peut-être que j'avais peur de ce que ça impliquait émotivement, peut-être que j'étais trop égoïste, peut-être que j'étais paresseux, peut-être que je voulais pas me le faire imposer. Parce que des fois, quand tu te fais dire « dis-moi que tu m'aimes » ou « tu m'aimes-tu », ben c'est sûr que tu vas répondre oui. T'sais. Donc, tu as l'impression que tu te le fais arracher à coups de barre à clous. C'est moins spontané. Mais il réfléchit à ça. C'est vraiment un livre introspectif sur justement une relation amoureuse qui est terminée, mais qui a quand même... Ça termine en disant c'est une étoile morte. C'est-à-dire que la relation est terminée, mais on va rester illuminé longtemps de cette relation-là parce qu'elle a tellement été brillante, puis vive et satisfaisante que même si elle est terminée, il en reste encore de la lumière. Pourquoi Achille, pourquoi le prospect en tant que tel, c'est un prof d'université? Pourquoi tu t'es projeté là-dedans? Ben moi, j'adore les profs d'université. Je trouve que c'est des grands enfants avec des diplômes puis un bon salaire parce qu'ils peuvent se battre jusqu'à la mort pour un bureau ou une subvention. Mes deux parents sont profs de cégep. J'ai des amis dans le monde universitaire. Moi-même, je l'ai fréquenté. Puis c'est un milieu que j'aime beaucoup. Puis c'est intéressant parce que ça nous permet d'être en contact. Par exemple, en littérature, si tu plantes un professeur en littérature dans un département de littérature, ben tu sais qu'il va avoir une certaine envol intellectuel. Donc, tu peux te permettre des citations, tu peux te permettre des références à des grands écrivains. C'est cet univers-là dont il est question. Et puis aussi... Est-ce que tu aurais aimé ça, toi, être prof d'université? Il me semble que tu serais bon. Oui, mais j'aime pas corriger. Alors, je préfère donner des conférences. Tu sais qu'ils ont généralement des adjoints pour faire ça. Oui, je l'ai fait moi-même. Mais sinon, ce que ça permet aussi, c'est pour les professeurs de côtoyer la jeunesse. Donc, un professeur qui vieillit va toujours être en contact avec la génération des 20 ans. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous garde jeunes et éveillés, qu'on le veuille ou non. Ben, ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants plus tard. J'ai eu ma première fille, j'avais 40 ans, puis j'en ai eu 3. Donc, quand ils ont eu 20 ans, puis que j'ai eu 60, j'ai été en contact avec des gens de la jeune génération, puis je pense que ça m'a aidé beaucoup à demeurer branché sur ce qui intéresse les jeunes, ce qui les intéresse moins, à être peut-être, et là je veux le dire, c'est à être un petit peu moins mon oncle, tu sais, à quelque part. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que tu côtoies des jeunes, leur vocabulaire, leurs priorités, la façon dont ils ont de voir le monde, les enjeux qui les intéressent, ceux qui ne les intéressent pas. C'est assez fondamental aussi de pouvoir rester branché sur cette réalité-là. Et je suis pas prof d'université, j'enseigne pas, mais j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui m'ont permis de vivre ça, de vivre cette réalité-là, de mieux la connaître. Et est-ce que tu regrettes? Moi, d'avoir eu des enfants? Non, pas du tout. Est-ce que tu regrettes? Je sais pas, moi que tu posais la question. Je pense qu'il y a un acte de courage de dire bye-bye à une relation qui, on sait, est un peu en cul-de-sac. Ouais.
Mais comment on vit après avec ça? Ben, ceci dit, ça a été difficile d'écrire le livre, justement, parce que, surtout, je te dirais, en relisant pour corriger, parce que là, des fois, le livre, tu l'écris, tu le laisses reposer 2-3 mois, tu reçois les corrections, puis là, tu replonges dedans, puis là, tu as comme oublié ça, puis ça te remet dans le truc. C'est très impliquant émotivement. Je ne sais pas encore vraiment comment le présenter, ce livre-là, parce que c'est une grande partie de moi nécessairement. Mais ça m'a fait du bien aussi d'écrire. Puis l'écriture, moi, je le dis à tous les gens que je côtoie dans les écoles, qu'on ait quelque chose de positif ou de négatif qu'on ressent, l'écrire, le sortir de soi, faire du diamant avec du charbon, prendre du venin à le transformer en encre, c'est toujours pour moi quelque chose de satisfaisant puis qui fait du bien, en fait. Et quel sera le prochain livre? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Là, mon puits à inspiration est complètement vide. J'ai tout mis de moi là-dedans. Pour l'instant, je laisse pleuvoir le temps que le puits se remplisse. On demandait à Marie Laberge vendredi, quand on a quitté, on a dit qu'est-ce que ça prend pour démarrer une histoire? Elle m'a dit, moi, ça me prend une obsession. Il faut tout le temps que je réfléchisse. C'est quoi, toi, l'étincelle pour partir une histoire? Obsession, c'est vrai. Écrire, c'est une opération à crâne ouvert. Il faut sortir de sa tête des métaphrases. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, qui grandit en nous. Puis il faut le sortir avec le livre, puis après ça, on en est plus ou moins débarrassé. Là. Merci, Biz. Ça s'appelle Feu l'amour. Bon. C'est aux éditions Léméac. Oui, c'est J'ai eu excellent. Beaucoup de plaisir. Roman, merci beaucoup. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Je me présente, Geneviève Evrel, aussi appelée sous le nom de Miss Sushi. À l'aube de mon accouchement, je me suis découvert finalement un cancer du sein. On voit le sein droit et le sein gauche, puis clairement, on voit la masse au sein gauche davantage. C'est comme si je me sentais mal d'avoir un petit être dans un corps malade. Geneviève, c'est la bande-annonce de Maman est malade. Oui, tu m'as appelée Geneviève, c'est le fun. Catherine. Notre invitée s'appelle Geneviève. Bonjour, Geneviève Ferrel. Allô. Geneviève Evrel. Ce qu'on vient d'entendre, oui, c'est la bande-annonce de Maman est malade. C'est une web-série qui vient d'être déposée, web-série qui va paraître à la télé éventuellement, là, mais qui vient d'être déposée dans l'extra de tout.tv. Ça raconte le parcours de Geneviève Evrel qui a reçu un diagnostic de cancer lorsqu'elle était enceinte. Vous la connaissez parce que c'est Miss Sushi à la maison. Bonjour, Geneviève Evrel. Allô. Geneviève, quand tu as reçu ce diagnostic, pendant que tu étais enceinte de Millie Love, j'ai eu la chance de la voir en photo. Quel enfant magnifique. Merci. Comment tu as réagi au début? Tu sais, au début, surtout enceinte comme ça, tu sais, j'étais comme 34 semaines, bien enflée, tu sais. Je me suis dit, c'est sûr que ma masse, c'est comme une accumulation, tu sais, du lait, des glandes coincées, un kiss, ou tu sais, on dirait que on veut pas y croire, tu sais, la maladie, ça arrive aux autres, tu sais. Donc, quand j'ai enceinte, tu sais, on dirait que j'avais jamais entendu ça. Quelqu'un qui se découvrait un cancer enceinte. Ben, tu sais, tu dis, la vie pourrait te donner une pause pendant que tu essaies de donner la vie, justement. Mais visiblement, c'est pas le cas. Donc, quand je suis allée faire mon suivi de grossesse, petite routine, j'ai mentionné à mon médecin, comme on a pu voir d'ailleurs dans le documentaire qui est trop adorable, que j'avais une masse un peu suspecte. Mais pour vrai, du moment qu'elle l'a palpé, la dite masse, je savais que il y avait de quoi qui tournait pas rond parce que son regard a vraiment changé. Si elle pense qu'elle n'est pas expressive, là, je vais vous le dire, moi, je l'ai senti tout de suite. Puis c'est sûr que c'est comme un peu la fin du monde parce qu'il y a la dualité de porter la vie puis d'avoir peur de la perdre en même temps. Fait que j'ai vraiment pas trouvé ça le fun, l'attente entre le moment où on se fait dire qu'on a une masse qui semble maligne et les résultats de la biopsie. Tu sais, même si ça a été rapide, c'est interminable quand même. Geneviève, dans Maman est malade, on voit ton parcours. Tu vas recevoir, on va y revenir plus en détail après, là. Tu vas recevoir les soins, évidemment, de chimiothérapie, et puis des opérations et tout ça. Si ça s'était produit plus tôt dans ta grossesse, est-ce que t'aurais pu faire de la chimio enceinte? Ouais, c'est fascinant, hein? C'est fou, on peut pas manger de saumon fumé. Mais on peut recevoir de la chimiothérapie, tu sais. Ça n'atteint pas le bébé. Ça dépend. Honnêtement,
vraiment, semble-t-il que le placenta fait vraiment une job de fou. Par contre, je sais qu'il modifie la molécule. Il y a comme des molécules qui peuvent administrer aux femmes enceintes, mais certaines d'autres, non. Donc, j'imagine qu'il change un peu le protocole, puis finalement, quand t'accouches, là, il réajuste la médication, de ce que j'ai compris. Mais tout de même, on fait toujours analyser le placenta d'une femme qui a le cancer lorsqu'elle accouche pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de brèche et qu'il n'y ait pas eu de danger pour le bébé. Geneviève, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le premier épisode, puis il y a une couple de phrases qui me sont restées en mémoire. Je les ai même notées parce que ça illustre la détresse, évidemment, quand on apprend un diagnostic comme celui-là. Vous dites tout à coup, le cauchemar, c'est le pire mot du dictionnaire. C'est vrai. Hein? Ben c'est vrai, cancer, me semble c'est violent comme mot, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas d'issue. On dirait qu'on s'en va à l'abattoir, tu sais. Puis j'ai vraiment rapidement, tu sais, j'ai eu peur, très très peur au début là, c'est sérieux, c'était je me suis mis à méditer, je me suis mis à tout faire pour essayer de pas réfléchir. Mon corps, j'ai même fait des acouphènes comme à cause que mon corps, il voulait juste plus rien entendre, si on veut. C'était vraiment un mécanisme de défense, tu sais, d'une certaine manière. Mais du moment où on a le protocole, les choses, ils changent. Puis si actuellement, il y a une femme quelconque qui m'entend, qui est en attente, qui a fait sa biopsie, ou même l'a pas eu encore, mais c'est vraiment le pire moment. Après ça, là, on peut se mettre en action. T'sais, dès qu'on rencontre notre oncologue, des spécialistes à l'hôpital, là, on se fait dire, OK, voici ce qu'il y en est, voici ce qu'on va faire. Mais vous dites quand même tout à coup qu'il n'y a pas un moment où quand vous vous couchez, que vous souhaiteriez vous réveiller et là, je vous cite, que le cauchemar soit terminé. Là. Ah oui, c'est fou, là. Puis, tu sais, même en traitement, là, c'est pas facile sur le corps, là. Tu sais, la chimiothérapie, c'est du poison, là. Mon oncologue, elle le dit dans le documentaire, puis, tu sais, c'est littéralement ça, mais en même temps, il y a comme notre cerveau, il veut pas concevoir qu'on reçoit du poison, tu sais, il est comme, du poison, c'est vraiment du poison, tu sais. Ça détruit les cellules, dans le fond. Ben oui, ça détruit les mauvaises, mais ça détruit les bonnes aussi. Donc, tout dépendant comment... Parce que, tu sais, avant de recevoir de la chimiothérapie, notre corps tu sais, il est-tu préparé à ça? On se prépare pas à ça. Après ça, c'est une loterie à savoir de quelle manière ton corps reçoit la chimio, tu sais. Il y en a pour qui c'est difficile, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui les effets secondaires sont folles, il y en a pour qui ça attaque d'autres endroits, d'autres non. C'est vraiment une loterie, là, tant qu'on l'a pas vécu, tu sais. Comment tu as pris la décision de documenter cette démarche-là pour la télévision? C'est-à-dire parce que tu te fais filmer vraiment régulièrement à différentes étapes de ton processus. Et pourquoi? Ben, moi, dans la vie, là, ça a toujours été immensément libérateur pour moi, psychologiquement, de parler, de raconter, d'extérioriser. Tu sais, je fais beaucoup de conférences sur mon parcours. J'avais déjà beaucoup de bagages à partager à cause de mon enfance, adolescence et vie de jeune adulte, un peu avec mon vécu, bon, ma famille et tout ça. Puis, rapidement dans le processus de la maladie, moi, j'étais comme, je peux pas garder ça pour moi, tu sais. Pas que je voulais vomir mon méchant, mais juste extérioriser, parler, échanger, rencontrer sur le sujet, tu sais. Donc, rapidement, quand j'ai su que j'avais la maladie, déjà, je pense qu'il y a eu une semaine et demie où j'en ai pas parlé sur mes médias sociaux, puis j'avais l'impression de jouer dans le dos de ma communauté, tu sais. Puis c'est étrange parce que j'ai pas l'impression que je leur dois quelque chose, là, tu sais. Personne m'a rien demandé, personne n'attend rien de moi, mais j'avais le sentiment, puis avec la proximité que j'ai avec eux, de leur mentir. Donc, j'ai commencé à faire des chers journaux où, là, je relate vraiment comment je me sens, où j'en suis, qu'est-ce qui va se passer. Puis, rapidement, là, les messages étaient incroyable. Autant de gens qui l'ont vécu, qui l'avaient vécu, ou une sœur qui dit... Une sœur de sein que je me suis rencontrée sur mes communautés, ou juste une femme qui dit « Hey, moi, ma sœur... » elle a la maladie, là. Elle a le cancer, mais elle me parle pas. Donc là, tu m'aides à mettre des mots sur comment elle se sent. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu que ça pouvait faire la différence, puis, tu sais, je suis une fille, je suis une entrepreneur, j'ai besoin de projets. Là, je me suis dit, OK, là, non, on peut pas rester là-dedans à vivre ça, puis que ça serve à rien. Il fallait que j'entreprenne. Catherine, on poursuit la discussion avec Geneviève Evrel. Geneviève Evrel qui a reçu le diagnostic d'un cancer du sein lorsqu'elle était enceinte. Vous pouvez regarder Maman est malade, qui a été déposée dans l'extra de tout.tv. J'ai vu les 4 épisodes, Geneviève. Quand tu es entrée à la maison, tu venais d'accoucher.
Puis là, tu sais que tu dois ressortir pour aller faire des tests, puis pour aller creuser ce que tu as, puis que tu sais que tu vas peut-être aller faire de la chimio. Ça doit pas être facile pour la vie familiale. Honnêtement, je vais tout le temps me rappeler, j'ai accouché le 15, OK? Février. Le 15 février, Ouais. exact. Tu sais, on reste à peu près 48 heures à l'hôpital. J'avais un rendez-vous le 19, tu sais, planifié. Puis là, je me disais, ben non, on dirait que mon cerveau était comme, mais non, ça se peut pas. Genre, je vais être à la maison avec mon poupon, puis 2 jours après, là, je vais m'en aller. D'habitude, tu sais, on ne fait qu'un avec notre bébé naissant, puis tu sais, on est dans une bulle, on dirait que le monde s'arrête, puis on profite, tu sais, de ces moments-là à s'adapter. Non, moi, il a fallu que je prenne mon char puis que j'aille au CHUM pour faire des tests parce que la plupart des tests que j'avais besoin de vivre, finalement, je pouvais pas les subir enceinte. Donc, ça a été très rapide parce qu'il fallait me prendre en charge. Mais pour ça, il fallait savoir, est-ce qu'il y a des métastases? Est-ce que ça s'est rendu ailleurs? On en est où avec la grosseur de la masse? Donc, il y avait beaucoup de tests à faire. Il doit y avoir tellement de sentiments qui vous affectent à ce moment-là. L'injustice, j'imagine, à quelque part. La peur, la crainte aussi. Ben oui, tous les sentiments. Tu sais, tous les sentiments. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je suis dans la douche, puis je pleure, puis je suis fâchée après mon corps, là. Tu sais, je suis comme, pourquoi, là? Tu sais, mais je suis pas du genre à m'apitoyer longtemps. Pour vrai, ça a duré comme probablement 17 minutes maximum, le moment où je me suis apitoyée. Mais on passe à travers ces émotions-là. Elles sont valides, sont importantes, puis il y en a pour qui c'est plus long, puis c'est correct aussi, tu sais. Ton chum est assez incroyable, là. Il est tellement calme. Tu sais, on le voit là, à la caméra, puis je l'ai vu pour vrai dans la vie, là. C'est une personne tellement calme. Ouais. Lui, comment il a pallié avec ça, avec le bébé? Ben écoute, on savait tellement pas dans quoi on s'embarquait. D'abord, la parentalité, tu sais, c'est même si moi c'est pas mon premier, j'ai un grand garçon, tu sais, on sait pas quel type de bébé on va avoir. On va avoir un bébé qui va faire des coliques, qui va pleurer, qui va, tu sais, bon, premièrement. Ensuite, on sait que je vais devoir quitter la maison. Donc, tu sais, on s'est juste mis en mode survie. Nick a été, ma foi, une espèce de soldat là, prêt à tout. On a catiné en masse. Finalement, on a été vraiment choyé par la vie parce qu'on a eu une poupoune dormeuse. Tu sais, à un point tel qu'on a appelé au CLSC savoir si c'était normal qu'elle dorme autant. Elle s'est ajustée, je pense, à la situation. Honnêtement, je pense que oui. Puis tu sais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant qu'elle était dans mon ventre. Puis à la limite, j'ai eu beaucoup de culpabilité d'être malade en la portant. Puis je me sentais presque mal. Tu te sentais coupable? Ben, il y a une sorte de culpabilité qui vient avec, tu sais, pourquoi c'est pas une étape à la fois? Pourquoi c'est là? Pourquoi pendant qu'elle est dans moi, je suis malade, tu sais? Ça m'a beaucoup fait de peine, étrangement, parce que c'est pas de ma faute, évidemment. Mais du moment qu'elle est arrivée, on dirait qu'il y a eu un calme qui s'est installé. Puis on a embarqué là-dedans. Puis Nick a tenu le fort. Puis il a appris à connaître sa fille sur un moyen temps, on va se le dire. Puis il a très bien fait ça. Moi, je vais aborder quelque chose qui est encore tabou autour du cancer du sein. Puis c'est que tu as eu l'ablation d'un de tes seins. On t'a offert une mastectomie partielle, complète. Tu as choisi d'avoir une mastectomie complète. Oui. OK, ça fonctionne comment? Comment tu reconstruis un sein? Puis comment on prend la décision qu'il faut se faire enlever le sein au complet? C'est vraiment fou parce que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'attendais, là... Tu sais, moi, ma masse, ça faisait 10 cm de circonférence. Je la voyais, là, tu sais, à travers mon soutien-gorge, tellement qu'elle était grosse, là, tu sais. Puis à chaque traitement de chimio, là, je la voyais fondre, je la sentais fondre. Moi, pour moi, c'était comme, mais... Ça va être assez, il restait plus rien, là. Ouais. Moi, je me suis dit, ils vont ouvrir, touc, 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 elle va gratouiller, puis ça va être fini, tu sais. Mais là, on m'annonce que non, il reste quand même beaucoup de masse à enlever parce que ma masse, elle s'est comme fragmentée dans l'univers de mon sein. Fait qu'il fallait quand même enlever 6 cm de masse, finalement. Ouais. Ce qui est énorme quand même quand on pense au volume d'un sein, tu sais. Fait que là, on m'annonce que c'est soit que j'ai une mastectomie partielle, on gratte 6 cm, mais là, ton sein, il va rapetisser, là. On va rapetisser l'autre. Puis là, je suis comme, je vais avoir 2 petits seins. Bon, OK, c'est... OK. Psychologiquement, je suis comme, OK, tu sais, moi qui a quand même un bon volume, parce que le reste fit, tu sais, c'est bien correct, ou on te l'enlève au complet, mais on va te le reconstruire la journée même, là. La journée même, on va prendre ton bas-ventre. C'est une opération qui s'appelle DIEP.
Puis on va prendre finalement ton gras de grossesse, on va se le dire. On va prendre les lambeaux de ton gras, puis on va les connecter dans ta peau de sein vide. On va tout vider, puis on va remplir ça. Ça a l'air étrange, on dirait un tuyau qui part d'en bas puis qui est rempli en haut. Mais c'est pas tout à fait ça. Puis on va méticuleusement connecter aussi cette masse. Canaux, hein? Exact, graisseuse finalement à ton corps, mais ailleurs pour que ça vive, là. Donc, tu sais, si tu prends du poids, t'engraisses. Si tu perds du poids, tu maigris. Faut que ça vive avec le reste de ton corps. C'est tellement fascinant. Puis moi, d'emblée, je suis comme, non, je veux juste une petite partielle, là, je veux m'en aller chez nous après 1h30 d'opération. Je voulais pas 9 heures d'opération, mais j'ai pensé au long terme, puis je ne le regrette pas. Non? Ah non. Ça n'a pas touché à ta féminité? Non, je me sens très féminine. Puis il est beau, mon sein. Je me retiens pas le montrer à tout le monde. Geneviève, j'admire ta résilience. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous parce que tu es d'un positivisme déconcertant autour de tout ce qui t'est arrivé. Je sais que tu es en santé maintenant, le cancer est 100%. parti. Merci d'avoir été avec nous. Puis si vous voulez connaître l'aventure au complet, ça s'appelle Maman est malade sur tout.tv extra. Puis Geneviève, je pense que si vous avez voulu témoigner, c'est justement pour encourager d'autres femmes qui traverseraient une situation aussi pénible. Oui, tellement. Ben, il y a moyen de s'en sortir. Oui, Ça, c'est un très beau message. À toutes les femmes. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Notre émission s'appelle Le Québec maintenant, mais on veut aussi imaginer l'avenir. Alors de là, l'idée de notre segment Le Québec de demain, dans lequel on reçoit des gens qui, tout en étant encore jeunes, ont déjà des réalisations professionnelles à leur actif dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, je vous présente avec plaisir une entrevue que j'ai réalisée vendredi avec Audrey Leduc. Vous avez entendu parler d'Audrey Leduc durant les Jeux olympiques de Paris durant l'été. Elle a terminé 6e au relais 4 fois 100 mètres chez les femmes avec son équipe. Elle a eu de superbes performances individuelles sur 100 mètres et 200 mètres. Et dans les 9 derniers mois, clairement, son nom a pris beaucoup de retentissement au Québec. Et Audrey Leduc a également beaucoup de choses à dire. On écoute ça ensemble. Salut Audrey! Salut! Audrey, ça fait maintenant 2 mois que les Jeux olympiques de Paris sont terminés. Tu as eu la chance de prendre un peu de recul. Quel regard tu jettes aujourd'hui sur l'événement? Je dirais que c'était probablement un des meilleurs événements de ma vie au niveau sportif. C'est vraiment enrichissant. Puis on apprend beaucoup aussi en tant qu'athlète, mais en tant que personne quand on va là-bas. Il y a plein de pays, il y a plein d'athlètes, plein de sports. Donc, c'est vraiment un gros rassemblement. Puis, c'est vraiment le fun de pouvoir voir tout le monde en action. De mon côté, j'en sors de là satisfaite, mais prête à en redemander pour dans 4 ans. C'est ça, t'as pas perdu le goût, bien au contraire. Hein? Non, exactement. OK. Ça a été quoi ton moment fort à Paris? Je pense que mon moment fort serait lorsque j'ai fait le record canadien en qualification au 100 mètres. Donc, mon 10,95 secondes. Je pense que ça serait mon moment fort des Jeux, mais il y en a tellement. Donc, c'est pas le seul, mais c'est juste à commencer les Jeux forts. Donc, je pense que c'est de réussir à faire un record personnel, mais qui est en même temps le record canadien sur la plus grosse scène internationale. C'est la plus grande scène de sport. Je pense que juste ça, c'est vraiment satisfaisant en soi. Tu sais, on parle souvent qu'il faut croire en ses rêves, puis c'est certainement quelque chose que les athlètes se répètent souvent. Toi, quand tu avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, est-ce que tu croyais réellement en tes chances un jour de participer aux Jeux olympiques? Oui, c'est vraiment drôle parce que pendant que j'étais là-bas, justement, il y a quelqu'un de mon école primaire qui faisait le ménage dans la maison de ses parents. Puis, elle a trouvé notre album des finissants du primaire. Puis, on disait, c'était quoi nos rêves? Chacun sur notre page. Puis moi, ça disait que mon rêve, c'est de participer aux Jeux du Québec et aux Jeux olympiques. Donc, elle m'envoie ça pendant que j'étais là-bas. C'est que j'ai réalisé mon rêve. Donc, est-ce que je croyais vraiment en mes chances d'y aller? C'est une autre question. C'est à cet âge-là, à 10 ans, 12 ans, est-ce qu'on est vraiment... On dit qu'on veut y aller, mais est-ce qu'on est vraiment motivé? Je pense que la motivation est très différente que celle que j'ai aujourd'hui. Mais pour que je l'ai écrit sur un papier, je veux dire, j'y croyais d'une certaine façon. C'est vraiment une belle histoire. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, dans ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à atteindre cet objectif-là? Tu parles de motivation. Est-ce que c'est ça l'élément principal? Je pense pas, en fait. Je pense que l'élément principal va être que j'ai vraiment été étape par étape.
Donc, dès mon jeune âge, j'ai fait plusieurs sports. Je faisais du soccer en même temps que l'athlétisme. Donc, je me suis pas spécialisée tout de suite. Puis, je pense que ça a été très favorable pour mon développement en tant qu'athlète, pour mon développement physique. Puis, tu sais, ça va moins bien dans un des deux sports, mais tu as l'autre sport aussi pour te consoler dans un certain sens. Donc, je pense que ça fait partie d'étape par étape aussi. En 2015, je me rappelle très bien, je voulais participer au championnat du monde junior. Puis, j'ai manqué par une semaine de pouvoir faire le standard. J'ai pas pu y aller. Mais je pense que ça a été une des plus grandes leçons de, c'est tout arrive pour une raison. J'ai pas été, mais j'ai réussi à atteindre quelque chose d'autre et j'ai réussi à bien faire cet été-là également. Puis, je pense que si j'y avais été, peut-être que je serais pas où ce que je suis aujourd'hui parce que j'aurais été à ce championnat du monde-là. Je sais pas. On ne sait pas non plus ce qui aurait pu se passer. On peut aller loin avec des si, mais je pense que cette étape-là, puis d'y aller vraiment une étape à la fois, comme j'ai déjà dit, je pense que ça a été l'élément clé de ma carrière. Bon, il y a des Québécois, des Québécoises qui ont fait de l'athlétisme au fil des années, Audrey, mais il n'y a pas énormément de modèles non plus. Si tu avais choisi un autre sport, prenons par exemple le ski acrobatique ou le patin de vitesse courte piste, il y a plein de Québécois qui ont remporté des médailles, il y a plein de compatriotes dont tu aurais pu te servir pour te dire « Hey, si eux ont été capables, moi aussi je suis capable ». Mais en athlétisme, c'est pas ça. Effectivement. On a Bruni Sirin qui est une très belle tête d'affiche pour l'athlétisme au Québec, au Canada. Mais sans ça, sinon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, comment tu as fait pour réussir sans avoir des modèles comme ceux-là auxquels tu pouvais t'accrocher? Tu vois, c'est une bonne question parce qu'on me demande souvent c'est quoi mon modèle, puis j'en ai pas vraiment. Donc, ça peut en dire gros aussi. J'étais vraiment toutes les athlètes en général. Donc, moi, ce qui m'inspirait beaucoup, c'est quand je voyais les Jeux olympiques à la télévision, mais j'écoutais aussi tous les sports parce que mes parents, ils les écoutaient. Puis même quand j'étais un peu plus vieille, j'aimais ça voir autant hiver qu'été, de voir tous les athlètes compétitionner dans différents sports qu'on ne voit pas tout le temps à la télévision en temps normal, qui ne sont pas nécessairement dans les temps des Jeux. Donc, de pouvoir être là puis derrière eux, ça m'a juste vraiment inspirée aussi, juste de les voir performer sur cette scène-là. Donc, je pense que moi, mon modèle a été vraiment de tous les athlètes en général qui ont participé aux Jeux olympiques, sans en avoir un dans mon sport, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont été connus au fil des années en athlétisme. Oui, tout à fait. Audrey, notre segment s'appelle le Québec de demain. Alors, je vais te proposer maintenant de répondre à notre questionnaire du Québec de demain. Comment t'imagines ton sport dans 20 ou 25 ans? Comment tu penses qu'il va avoir évolué? Je pense que, premièrement, au Québec, il va être vraiment plus florissant. Donc, on est vraiment en train de développer des athlètes, puis de développer le programme québécois en athlétisme. Je pense qu'on part avec des bonnes fondations, mais aussi avec l'aide de la Fédération canadienne. Donc, je pense que ce qu'on est en train de bâtir avec le CNAM à Montréal, qui est le nouveau centre national, ça va vraiment aider les générations futures à pouvoir avoir accès aux services qu'on n'avait pas nécessairement avant au Québec et à pas nécessairement devoir quitter la province ou quitter le pays pour avoir accès à des services qui vont les aider à atteindre la scène internationale. Donc, je pense que on va être capable, le Canada et le Québec, de aussi gagner, de compétitionner avec les meilleurs pays dans les prochaines années, dans 20 ans. Donc, selon toi, est-ce qu'on investit suffisamment dans le sport olympique? Je pense pas. Si je vais parler pour l'athlétisme, si on atterrit dans une ville aux États-Unis, peu importe laquelle, on voit des pistes d'athlétisme un peu partout. Tu vois un collège, un cégep qui est comme un collège, on va dire, ou une école secondaire va avoir sa propre piste d'athlétisme. Puis, tu sais, à Montréal, on en a 2, peut-être, je sais même pas, on en a peut-être 3, on en a un peu plus, mais si je prends l'exemple de ma région natale, Gatineau, il y en a juste une, puis elle avait été refaite pour les Jeux du Québec en 2010, elle n'a pas été retouchée. Ils n'ont même pas de place pour s'entraîner à l'intérieur l'hiver. Il faudrait qu'il y ait à Ottawa, qui est comme 30 minutes de Gatineau même. Donc, je pense qu'il y a un gros progrès qu'on peut faire là. Puis, tu sais, une piste d'athlétisme, là, ça peut être bénéfique pour pas juste les athlètes de haut niveau puis les sports olympiques. Tu sais, ça peut toucher plusieurs sports, mais ça peut aussi aider monsieur, madame, tout le monde. Donc, je pense que, tu sais, on n'investit pas suffisamment là-dedans parce que c'est ça qui va permettre aussi aux jeunes d'avoir, de se surpasser, de développer au niveau de la motivation. Tu sais, un athlète de haut niveau, là, le sport peut vraiment t'aider à évoluer en tant que personne puis à t'apprendre bien des trucs. Le monde du travail t'apprend aussi, mais tu peux l'apprendre dans ton sport puis
en bien mieux, selon moi. Là, toi, Audrey, tu continues de miser sur ta carrière en athlétisme. Là, tu souhaites aller aux prochains Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. Mais tu te vois où dans 20 ou 25 ans? Est-ce que tu as commencé à réfléchir à ça? Je pense que je vais avoir une famille. C'est l'objectif d'avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Mon objectif, ça serait d'être dans le monde des affaires. Où spécifiquement? Ça, je ne sais pas encore. Mais très certainement avec une famille. Probablement bouger un peu partout à faire du sport avec ces enfants-là parce que mon but, c'est de leur donner la possibilité, s'ils le désirent, de se développer en tant qu'athlète, mais ça peut aussi le monde de la musique, là, peu importe. Là. Mais ça peut de se développer en tant que personne. Puis mes parents m'ont donné ça, puis j'aimerais ça pouvoir redonner ça à mes propres enfants. Mais c'est ça, sinon de me développer comme j'ai réussi à me développer en athlétisme, mais dans ma carrière professionnelle. Ben Audrey, merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. C'était vraiment sympathique. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci. Salut, je te souhaite une excellente journée. C'était Audrey Leduc.